Bienvenue au colloque franco-allemand qui est organisé par le Centre Max Bloch de Berlin, du Frankreich-Zentrum de la Freie Universität de Berlin et le Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung à Potsdam. Aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir d'accueillir Elisa Marcobelli de l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens et Jean-Numa Duconche de l'Université de Rouen. Donc, bienvenue aussi à vous deux. C'est un très grand plaisir de vous avoir parmi nous, même si c'est seulement virtuel. La conférence d'Elisa Marcobelli portera sur l'internationalisme à l'épreuve des crises, la deuxième internationale et les socialistes français, allemands et italiens dans une période entre 1889 et 1915. Et cela s'inscrit parfaitement dans le thème de notre colloque pendant ce semestre, c'est-à-dire la modernité européenne, une histoire connectée et une histoire croisée, die europäische Moderne, eine Verflechtungsgeschichte. J'aimerais bien vous présenter nos deux intervenants. D'abord, Elisa Marcobelli, qui est postdoctorante à l'Université de Picardie Jules Verne. Des études d'histoire et de philosophie l'ont menée à Sienne, à Heidelberg et à Paris. Après un master à l'EHESS et un magister à Heidelberg, elle était doctorante et puis chargée de recherche à l'Institut historique allemand de Paris et là, à l'Institut historique allemand. Et en partenariat avec l'EHESS, elle a poursuivi sa thèse dans le cadre d'un très grand projet de recherche sur la Première Guerre mondiale. Et ce travail a abouti à une thèse qu'elle a soutenue en 2015 à l'EHESS et à la FU de Berlin, sous la direction de Christophe Prochasson et de Oliver Jans. Et cette thèse a été publiée, je pense, l'année dernière, si j'ai bien vu ça, sous le titre L'internationalisme à l'épreuve des crises, la deuxième internationale et les socialistes français, allemands et italiens. Elisa est spécialiste de l'histoire du socialisme d'avant 1914. Elle a un intérêt particulier pour les relations entre les socialistes français, allemands et italiens. Donc, le sujet de sa conférence de ce soir s'inscrit parfaitement dans ce vaste champ de recherche. La communication d'Elisa durera à peu près 45 minutes et elle sera suivie d'un commentaire par Jean-Numa Duconche. Jean-Numa Duconche est professeur des universités à Rouen, spécialiste de l'histoire contemporaine et de l'histoire sociale et politique du 19e siècle. Et il est aussi membre junior de l'Institut universitaire de France et directeur adjoint du groupe de recherche sur l'histoire à l'Université de Rouen. Sa thèse de doctorat portait sur comment élaborer, écrire et diffuser l'histoire de la Grande Révolution française dans les social-démocraties allemandes et autrichiennes entre 1889 et 1934. Et son habilitation à diriger les recherches avait comme titre « Écrire l'histoire du socialisme, révolution, marxisme, nation, espérance et expérience ». Et c'était aussi une comparaison entre la France, l'Allemagne et l'Autriche entre 1860 et 1920. Ces thèmes de recherche portent ainsi sur l'histoire croisée des gauches et des mouvements ouvriers, sur l'historiographie de la Révolution française et l'histoire des socialismes et des marxismes. Et parmi ces multiples livres et publications, on trouve notamment aussi une grande bibliographie sur Jules Guesde, qui a été également traduite en anglais, ainsi qu'un livre qui vient de paraître sur les relations entre la gauche et la nation, sous le titre « Quand la gauche pensait la nation ». Nationalité et socialisme à la belle époque, publié à Paris aux éditions Fayard. Avant de commencer, j'aimerais bien vous donner encore quelques consignes techniques. D'abord, merci à toutes et à tous d'éteindre vos micros. Je pense que c'est déjà, on a déjà fait ça. Et puis, j'aimerais vous informer d'ores et déjà que vous auriez sans doute la possibilité d'intervenir aussi dans la discussion, soit en utilisant le chat, soit en levant la main virtuelle. Et si vous voulez, vous pouvez aussi poser vos questions en allemand et on peut bien les traduire. Et nos deux collègues comprennent aussi très bien l'allemand. Donc, ça va pas poser un problème. Enfin, j'aime bien vous informer que cette session est enregistrée et le vidéo sera mise en ligne. Cela ne concerne que la communication d'Elisa Marcobelli et le commentaire de Jean-Numa Duconche, mais pas la discussion, mais juste pour vous prévenir,
Et si vous n'êtes pas d'accord, donc vous pouvez bien éteindre vos écrans, mais c'est juste pour vous informer. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, c'est la parole à Elisa Marcobelli. Voilà, j'ai réactivé l'audio. Bonsoir à tous. Merci Silke pour cette présentation et encore une fois, merci pour l'invitation ce soir. Je suis très contente de parler dans ce cadre. J'ai beaucoup entendu parler de ce séminaire et je suis honorée en fait d'y être invitée. Mon exposé de ce soir est en fait tiré de ma thèse qui, comme Silke vient de le dire, a été publiée à fin 2019 en fait, à la toute fin de décembre 2019, donc oui, tout petit peu plus qu'un an. Et le titre de mon exposé de ce soir est la deuxième internationale face aux crises diplomatiques, un parcours d'apprentissage. Donc, je commence. Abolition des armées permanentes et armement du peuple. Telle était la quatrième et dernière question à l'ordre du jour du premier congrès de la deuxième internationale, le congrès de Paris de 1889. Elle fait l'objet de discussions marginales. Le congrès de Bâle de 1912, le dernier avant l'éclatement de la Première Guerre mondiale, consiste pour sa part à une énorme mise en scène symbolique que les présents utilisent pour afficher leur opposition à la guerre. En pleine guerre balkanique, le seul point de son ordre du jour porte sur la situation internationale et l'entente pour une action contre la guerre. Que s'est-il passé donc entre les congrès de 1889 et celui de 1912 pour que ces dernières deviennent la grande manifestation socialiste d'opposition à la guerre qu'il a été? Et la thèse que je vais vous exposer aujourd'hui et que je défends dans cette intervention est qu'en fait, la deuxième internationale, dans ce laps de temps, a appris à réagir aux situations de crise internationales. Pendant son existence, plusieurs crises diplomatiques internationales ou guerres lointaines se sont succédées. Si la crise de Fashoda de 1898 ne provoque pas de réaction au niveau du socialisme international, et si celle du Maroc de 1905 n'a qu'un écho tardif, les choses en fait vont changer ensuite. La crise au Maroc de 1911, par exemple, malgré l'implication de la France et de l'Allemagne, engendre une réaction concertée du socialisme au niveau international, même si cette réaction est relativement lente, qui se renforce par contre pendant la guerre italo-turque qui a lieu pratiquement tout de suite après. Ainsi, en 1912, le congrès de Bâle constitue une réaction rapide et imposante à la complexité de la situation internationale générée par le déclenchement du conflit dans les Balkans. Les causes des différentes réactions du socialisme international aux crises diplomatiques sont multiples. La première est que les institutions socialistes internationales apprennent la temporalité des crises et donc elles apprennent à y réagir promptement, montrant en fait au gouvernement qu'en cas de guerre, elles sont désormais capables de mobiliser leurs forces. Deuxième raison, parallèlement à ça, la question de l'opposition à la guerre prend de l'importance à l'intérieur des institutions du socialisme international. Elle devient en fait, au fil du temps, même le point principal autour duquel se constitue le sentiment de cohésion du socialisme au niveau international. Au cours de l'existence de la deuxième internationale, les institutions socialistes internationales s'efforcent en fait tout le temps, pendant toute l'existence, pour créer un sentiment d'appartenance, de cohésion, un lien de quelque sorte affectif, en fait, on pourrait dire, entre les représentants du socialisme international. L'historien Kevin Callan a appelé la série des moyens mobilisés à ces buts, qui sont bien des pratiques, des rituels, de la symbolique. Il les a appelés la demonstration culture de l'international. C'est de cette manière que les organisateurs des congrès veulent créer un sentiment identitaire commun à tous leurs participants pour qu'ils se sentent part d'un groupe bien identifié. Ce que mes recherches ont mis en évidence est qu'au fil des ans, les institutions socialistes internationales se sont servies de ces pratiques pour affirmer
et pour mettre en scène principalement leur opposition à la guerre. Ou bien, si on veut retourner en fait ces raisonnements, que l'opposition à la guerre du socialisme international est devenue le principal sentiment partagé par les représentants du socialisme international. Ces mélanges entre opposition à la guerre et demonstration culture, propre à la deuxième internationale, prend naissance dans la dernière décennie du 19e siècle avec les congrès de Zurich et ensuite avec surtout les congrès de Londres de 1896. Troisième raison, les initiatives prises par les BSI, donc par le Bureau socialiste international ou par l'international, impliquent les représentants socialistes des différents pays, ce qui comporte en fait des asymétries dans leurs réactions. Plus un pays est impliqué dans une crise, plus ces socialistes ont des difficultés à s'engager réellement dans les combats pour la paix. Cependant, un certain optimisme dans la capacité du socialisme à s'opposer à toute guerre se décèle constamment, tant au niveau national qu'au niveau international. Dans cet exposé, je vais me focaliser en fait dans deux périodes spécifiques. Premièrement, autour des années 1904 et 1905, et ensuite dans les années 1911 et 1912. Donc, je commence avec les années 4 et 5. Les années 1904 et 1905 vont voir survenir deux événements critiques majeurs concernant la situation politique et diplomatique internationale, ce qui vaudra en 1905 l'appellation de l'année de la Doppelkrise. La première de cette situation est la guerre entre la Russie et le Japon, et l'autre est la première crise marocaine de 1905. Dans ces années, l'opposition à la guerre de l'international devient manifeste, et cela surtout à partir du congrès d'Amsterdam qui a lieu en 1904. Cela est aussi en partie lié au fait qu'à partir du congrès d'Amsterdam, c'est le Bureau socialiste international qui prend en main et centralise l'organisation des congrès. En outre, le congrès d'Amsterdam a lieu pendant les combats en Mandchourie, du 14 au 20 août 1904. Donc, la guerre russo-japonaise est en cours depuis déjà 6 mois. La protestation socialiste contre la guerre est précisément en train de se former à ce moment sur le plan international, et les congrès vont prendre un caractère symbolique, même s'il ne sera encore qu'en partie consacré à des questions directement liées à la guerre. Dans la circulaire comportant les points de l'ordre du jour envoyés par les BSI aux futurs participants au congrès, la question du militarisme et de l'arbitrage international occupe respectivement seulement les 12e et les 15e rangs et se range en fait parmi les questions diverses. En revanche, du point de vue symbolique, le congrès prend le caractère d'une manifestation vouée à souligner l'opposition socialiste à la guerre. Les cadres se rapprochent beaucoup de celui des congrès précédents que je ne vous ai pas décrit, mais je vous décris celui-là pour vous donner une idée. Je cite les comptes rendus du congrès. Au fond de la plus élégante salle des concerts d'Amsterdam, les Concertgebouw, une estrade est dressée, garnie de draps rouges. Une guirlande de fleurs rouges court le long de la rampe. Derrière l'estrade, du parquet au plafond, s'étend une longue toile sur laquelle vous lisez en lettres gigantesques les cris de guerre par lesquels se terminaient les manifestes communistes de Karl Marx en 1888 et qui est la devise même de l'international. Prolétariat de tous les pays, unissez-vous. Unissez-vous pour la lutte des classes contre la bourgeoisie capitaliste, votre seul ennemi. Paix entre les nations, guerre entre les classes, entre les exploiteurs et les exploités, jusqu'à l'expropriation finale. Mais du point de vue fin de la citation. Mais du point de vue de l'opposition à la guerre, on retrouve bien lors de ces congrès un moment, en fait, un épisode solennel. Il s'agit de la poignée de main entre le socialiste russe Plekhanov et son camarade japonais Katayama devant l'Assemblée réunie, ce qui est salué par une ovation. Encore le compte-rendu nous dit que toute la salle, longuement, frénétiquement, les acclame. Albert Thomas nous raconte, en fait, nous fait les récits de ces congrès dans la revue socialiste.
Et même s'il est un peu sceptique en fait à l'égard de la spontanéité de ces gestes, il ne peut pas s'empêcher de parler du Congrès d'Amsterdam en ces termes. Je les cite. Mais ce qui subsiste de cette manifestation du Congrès, c'est une puissante démonstration du socialisme international en faveur de la paix. Dès lors, ce qu'a été essentiellement la manifestation russo-japonaise d'Amsterdam, c'est un renouvellement dans des circonstances plus solennelles de la protestation unanime du prolétariat. On retrouve ces mêmes sentiments aussi dans les pages de la Revue des Deux Mondes. Je la cite, les socialistes du continent sont d'habiles metteurs en scène et ils savent organiser leurs représentations théâtrales. Ils sont exhibés à Amsterdam, un marxiste japonais, un parsi hindou, des révolutionnaires russes. Afin de rendre sensible à tous les yeux l'éclatant contraste de la civilisation prolétarienne et de la barbarie capitaliste qui remplit l'extrême-orient des sons et des ruines, les citoyens Plekhanov et les citoyens Tsenkatayama se sont serrés solennellement la main au milieu des hurrahs et des trépignements de l'assistance. Donc, vous voyez un accueil très positif de ces gestes par le monde socialiste de l'époque. De même, la déclaration de la solidarité aux prolétaires japonais et russes, votée à l'unanimité tout au début de la réunion, donne elle aussi à ces congrès de l'international le caractère d'une manifestation contre la guerre. Elle invite en fait les socialistes et les travailleurs de tous les pays, gardiens de la paix internationale, à s'opposer par tous les moyens à toute extension de la guerre. La présence des Katayama est vue en elle-même comme une grande manifestation symbolique d'opposition à la guerre en cours et l'humanité aussi lui donne beaucoup de résonance. Je cite aussi les passages de l'humanité parce que c'est intéressant. En fait, les citoyens Katayama dira aux camarades européens les efforts d'organisation que les militants du Japon ont déjà fait là-bas. Il racontera leurs premiers succès et leur influence déjà notable, et il sera là pour affirmer, contre les luttes épouvantables de l'ère actuelle, les désirs de paix et des prolétaires. Donc, vous voyez que ces mots, en fait, dénotent une grande confiance dans la capacité du mouvement ouvrier à pouvoir mener une position effective contre un conflit en cours. Les délégués présents à Amsterdam expriment leur conviction qu'une unité plus forte entre socialistes de tous les pays serait un bon moyen pour s'opposer au conflit. Que leur protestation pourrait faire en sorte que la guerre en fait reste confinée dans les territoires situés entre la Russie et le Japon. La résolution finale déposée à Amsterdam par les délégués du Parti ouvrier socialiste français et adoptée à l'unanimité déclare: les congrès, considérant que l'entente et l'action concertée des travailleurs et des socialistes de tous les pays est la garantie essentielle de la paix internationale, au moment où le tsarisme est frappé à la fois par la guerre et par la révolution, envoie son salut fraternel aux prolétaires japonais et russes massacrés par les crimes du capitalisme et leur gouvernement, et invite les socialistes et travailleurs de tous les pays, gardiens de la paix internationale, à s'opposer par tous les moyens à toute extension des guerres. Donc, je me suis un peu attardée sur ça, sur cette manifestation, parce que c'est la première fois, en fait, depuis la naissance de la Deuxième Internationale, qu'une guerre est en cours. Et le congrès d'Amsterdam a été, en fait, le théâtre de l'expression du socialisme international, de son opposition à la guerre. Cependant, en fait, la guerre n'a pas changé les calendriers de l'international et aucune discussion sur la nécessité d'appeler à une quelconque réunion extraordinaire en réponse de l'international en réponse à la guerre russo-japonaise a eu lieu. Les réactions ont été lentes, donc, parce que, comme je vous l'ai dit, le congrès d'Amsterdam a lieu 6 mois après le début de la guerre. Et d'ailleurs, comme on a pu entendre par la résolution finale, pas très décidé. C'est une résolution pas très musclée, en fait. L'international et les BSI n'ont pas encore appris à gérer des situations de danger international. Je passe ainsi à la deuxième partie qui est plus longue et qui s'occupe des années 1911 et 1912.
Pour l'équilibre international européen devant 1914, en fait, l'année 1911 est considérée une année clé. Dans cette année-là, les tensions concernant la politique coloniale des pays européens vont s'exacerber et cette fois vont déboucher en fait sur une crise majeure au Maroc et sur une guerre ouverte, la guerre entre l'Italie et la Turquie. C'est au mois de juillet que la question du Maroc va pour la deuxième fois se trouver au centre des préoccupations. Bien plus qu'en 1905, l'équilibre européen semble en fait se jouer autour du pays nord-africain. Puis à l'automne, c'est la guerre italo-turque qui débute et cette fois-ci, il ne s'agit plus d'une simple crise internationale, ou d'une guerre éloignée pour un pays européen, parce qu'en fait, cette fois-ci, un pays d'Europe avec un parti socialiste uni et fort se trouve directement impliqué dans un conflit armé. Cette constellation internationale des crises est d'autant plus intéressante qu'elle se met en place après les tournants que les congrès de Stuttgart et de Copenhague ont signifié pour les socialistes de la Deuxième Internationale, surtout pour ce qui concerne leur attitude face à la guerre. À partir de ces deux congrès, les questions relatives à la guerre et au maintien de la paix deviennent vraiment centrales dans les débats de la nouvelle internationale. Et le socialisme international accomplit aussi des pas en avant du point de vue des réactions aux crises. Les années 1911 et 1912 sont en effet centrales dans le développement de la capacité du socialisme international à s'opposer aux situations de crise. Ces réactions arrivent cette fois-ci de manière beaucoup plus rapide et on dénote une vraie volonté de donner aux tensions diplomatiques en cours une réponse socialiste internationalement organisée. Aucun congrès de l'international n'a lieu pendant le déroulement de la deuxième crise marocaine, mais certains membres des partis socialistes européens vont toutefois se réunir. S'il n'est pas fait appel en réunion de l'international, 2 rencontres syndicalistes et socialistes transnationales et une réunion du BSI ont lieu, organisées en fait vraiment en réaction directe à la situation des crises, ce qui dénote en fait une prise de conscience de la nécessité de discuter en profondeur à un niveau dépassant les frontières nationales, de l'attitude à adopter face à cette nouvelle émergence diplomatique. Cela montre donc que le socialisme parvient à s'organiser beaucoup mieux qu'avant et à adopter une position face à cette crise qui démarre en juillet 1911. La première de ces 3 réunions que je vous ai énumérées est une réunion franco-allemande. Elle se tient à Berlin le 28 juillet 1911 dans les 2 salles de la Neue Welt à Hasenheide. Était une initiative des syndicalistes locaux. Leurs homologues français y envoient 45 délégués qui rejoignent les 30 000 travailleurs présents. Les Vorwärts nous racontent que déjà à 7h30, les 2 énormes salles de l'établissement étaient pleines et de nouvelles masses affluaient en continu. On retrouve les mêmes rituels en plus petit que ceux utilisés lors des congrès de l'international. On chante des chansons, on lit des télégrammes, il y a les mêmes décors. La réunion a comme seul point à l'ordre du jour la solidarité du monde ouvrier français et allemand. Le premier à prendre la parole est l'allemand Robert Schmidt, dont le discours est traduit en français par Bernstein. Et Schmidt dénonce la situation au Maroc, qui est selon lui fruit des intérêts bourgeois et des industriels. Donc il déclare que les travailleurs allemands et français doivent donc tout faire pour déjouer cette dérive criminelle et tout utiliser pour maintenir la paix. Les syndicalistes français Léon Jouot s'expriment tout de suite après lui. Son discours porte en gros sur le même contenu que celui de son prédécesseur et il se conclut par l'écrit à bas la guerre qui est salué en fait par une ovation du public présent. Finalement, à la fin de la réunion, on lit la résolution qui est acceptée par des applaudissements unanimes. La résolution dit « Les personnes réunies déclarent de ne se sentir qu'un avec le monde ouvrier de France et des autres pays, dans la volonté de garantir la paix au peuple et de s'opposer aux machinations des classes dominantes qui poussent à la guerre. » Les représentants français présents à Berlin profitent de la réunion berlinoise pour inviter leurs camarades à un meeting à Paris.
L'Humanité souligne, la classe ouvrière allemande, représentée par les membres du Parti social-démocrate et les syndicats présents à Paris, tout comme la classe ouvrière française, est prête à tout entreprendre pour s'opposer à la politique de conquête de son gouvernement. Donc, les ouvriers allemands, nous dit l'humanité, c'est qui est intéressant que ce soit l'humanité à dire ça, parce que ça veut dire qu'elle veut montrer en fait une union entre les deux prolétariats. Les ouvriers allemands sont donc tous unis pour atteindre ces buts, les buts de la paix et de la fin de la guerre. Et c'est bien ce que les meetings parisiens du 4 août 1911 va mettre en lumière. 10 jours seulement après l'arrivée du Panther à Agadir, donc 10 jours seulement après le début de la crise au Maroc, les Vorwärts annoncent la nouvelle de la tenue d'un meeting de protestation contre les périls de guerre organisé par les Français à Paris. Sur le modèle des confrères berlinois, la CGT a en effet appelé à une grande manifestation ouvrière contre la guerre, qui va se tenir dans la salle Bagram et où vont se côtoyer des représentants syndicalistes et des membres des partis socialistes. Les nations représentées sont celles impliquées au plus près dans la crise du Maroc. Donc, en plus que les Français et les Allemands, il y a aussi des représentants des mouvements ouvriers anglais et espagnols qui assistent à la séance. Cette réunion est, selon les quotidiens allemands, selon les Vorwärts, la preuve que la volonté pacifique de la classe ouvrière est la seule certitude qui subsiste. Donc, deuxième manifestation, on passe à la troisième. À l'absence d'un congrès de l'international qui n'est pas prévu pour 1911, c'est le Bureau socialiste international qui va se réunir. Il se réunit le 23 et le 24 septembre à Zurich, pour la 13e fois depuis sa création. La proposition de convoquer les membres du BSI pour faire face à la crise au Maroc a été formulée par Camille Huysmans déjà dans le mois de juillet. La réunion, par contre, n'a pas eu lieu tout de suite, a lieu seulement en septembre, essentiellement à cause de la réticence des deux membres du groupe dirigeant de la SPD, Molkenburg et Bebel, qui en juillet ne voyaient encore aucune nécessité de se réunir pour débattre de la question. Cette attitude sera la cause d'innombrables polémiques pendant cette réunion, qui va porter sinon uniquement sur les événements du Maroc, qui constituent en fait les premiers points à l'ordre du jour de cette réunion, et va se terminer sur une résolution adoptée par le bureau sur les conflits coloniaux au Maroc. Donc, ces trois manifestations internationales à Berlin, à Paris et à Zurich montrent que la collaboration entre les mouvements ouvriers et les partis socialistes des différents pays est désormais considérée comme un vrai moyen de faire face à une situation internationale dangereuse. Quelque chose a bien changé au point de vue international. Un mouvement international a réussi à s'organiser et le bureau s'est bien réuni, même si tardivement, et avec des résultats en fait un peu timides. Les institutions socialistes ont donc fait des progrès, des pas en avant dans leur apprentissage des temporalités des crises. L'action du socialisme international est cependant bloquée par le fait que deux parmi ses principaux pays membres sont directement impliqués dans la crise. Et c'est par ça qu'on peut expliquer aussi les réticences en fait de Molkenburg et Bebel à l'égard de la réunion de Zurich. Et en plus, comme je vous ai dit, les manifestations berlinoises et parisiennes en fait ont été organisées par les syndicalistes et les membres des partis socialistes y ont participé, mais ils ne figurent pas parmi les organisateurs de ces deux rencontres. Par contre, lors de la guerre italo-turque, qui va éclater quelques mois plus tard et qui n'engagera au premier plan ni la France ni l'Allemagne, la nouvelle capacité de réaction du BSI se manifestera clairement. Donc, fort du fait qu'il vient juste de se rassembler, comme je vous ai dit, la réunion de Zurich du BSI a lieu les 23 et les 24 septembre, et en fait, l'Italie, elle envoie son ultimatum à la Turquie le 28 septembre, donc juste quelques jours après. Et aussi, fort du fait que la France et l'Allemagne ne sont pas impliquées directement dans cette crise en cours, la réaction du BSI, cette fois-ci, ne se fait pas attendre. Et cette rapidité
fait que, de l'initiative du comité exécutif du BSI, la mobilisation internationale ne cesse pas, en fait, dans les faits, entre la crise du Maroc et celle de la Tripolitaine. Les bureaux montrent ainsi qu'il a appris que les crises internationales nécessitent des prises de position rapides. Par cela, il envoie d'ailleurs aussi un message en fait important au gouvernement des différents pays, en leur montrant que le socialisme international est désormais en mesure de répondre, en fait, de donner une réponse unitaire aussi au niveau international au danger des guerres. Les présidents du BSI, le délégué belge Emile van der Velde, qui est présent à Zurich, décrit les moments où la décision de réagir à la guerre italo-turque est prise. Il l'a décrit en fait dans un discours. Il nous dit: le 24 septembre dernier, le Bureau socialiste international était réuni à Zurich et au moment où il allait terminer ses séances, un télégramme lui annonça de sources sûres que le gouvernement italien était décidé à envoyer un ultimatum à la Turquie et à déchaîner la guerre immédiatement après. 48 heures plus tard, l'ultimatum était lancé et immédiatement, avec une brutalité sans exemple, le gouvernement italien proclamait l'état de guerre. Dans ces conditions, les devoirs du BSI étaient tout tracés. Il avait à appliquer les résolutions générales des congrès internationaux de Stuttgart et Copenhague et la décision qui venait d'être prise à Zurich d'organiser des meetings contre la guerre pour l'empêcher ou pour faire en sorte qu'elle prenne fin. Donc, quelles sont ces initiatives prises? À Zurich, les comités exécutifs du BSI décident en fait d'envoyer une circulaire le 7 octobre qui en fait dit que les tâches du bureau la tâche principale du bureau est d'empêcher chacune des puissances qui pourraient en avoir l'intention d'instrumentaliser la guerre tripolitaine dans son intérêt, et donc d'empêcher que les conflits italo-turcs ne se propagent aussi dans les Balkans. Et en plus que ça, il doit faciliter la réalisation d'une solution pacifique immédiate. Lors des discussions pour la rédaction de cette circulaire, les prises de position ont été fermes. Le comité exécutif du BSI a demandé aux partis membres l'autorisation d'intervenir directement contre la guerre en cours. Donc, vous voyez que c'est une prise de position forte, en fait, de la part du comité exécutif du BSI, en dénonçant en plus l'attitude des classes ouvrières italiennes qui, en fait, non seulement ont fait contre la guerre une manifestation jugée insuffisante par beaucoup de camarades, mais ce qui est plus grave, ont trouvé dans leurs rangs quelques soutiens de la politique impérialiste du gouvernement de Giolitti. En plus que cette circulaire, une rencontre du BSI est organisée le 5 novembre pour répondre à la guerre italo-turque. Un instant. L'apothéose de cette attitude des institutions socialistes internationales se montre pendant les guerres qui ont lieu juste après, les guerres en fait dans les Balkans entre 1912 et 1913, qui sont à l'origine de la grande manifestation contre la guerre des balles dont je vous parlais au début de cet exposé. La réponse du BSI à la première guerre dans les Balkans arrive très rapidement. Le 15 octobre 1912, quelques jours seulement après le début des combats, le BSI fait parvenir au Parti socialiste de l'Internationale un manifeste contre la guerre signé par les socialistes turcs et par les socialistes des pays balkaniques, que le bureau lui-même, en fait, leur a demandé de rédiger. Le manifeste est écrit alors que la guerre n'est pas encore commencée, elle est encore imminente, mais pas encore commencé. Et dans le manifeste, les socialistes turcs et des pays balkaniques rassurent leurs camarades des autres pays en leur disant qu'ils ne se convertiront pas aux passions nationalistes et chauvinistes qui sont alors à leur niveau le plus haut dans leur pays d'origine, dans leur patrie. Et en plus que ça, le BSI prend très vite aussi d'autres initiatives pour donner une réponse du socialisme tout uni à cette guerre,
une fois qu'elle est commencée, en fait, après donc. Il convoque une réunion dans le cadre de laquelle il rédige un manifeste. Il prévoit des manifestations internationales simultanées dans différents pays et il prépare une nouvelle réunion de l'international pour le 23 novembre à Bâle. Je vais vous parler de tout ça maintenant par la suite. Donc, le bureau s'est réuni le 28 octobre 1912 à Bruxelles, une vingtaine de jours après le début de la guerre, pour examiner la situation et pour convenir des décisions à prendre. La principale décision qui est prise est celle de convoquer un congrès extraordinaire de l'international. Victor Adler, qui est un social-démocrate autrichien, affirme en ouverture de la réunion: nous avons l'impression que le prolétariat se trouve en ce moment devant la situation la plus difficile qu'il ait jamais connue. Nous avons à mesurer la force de l'adversaire et examiner quelle force prolétarienne nous pouvons lui opposer. La chose la plus importante, en fait, à son avis, est d'empêcher surtout l'entrée de l'Autriche dans cette guerre. Et c'est pour ça qu'en fait, la tâche principale que les socialistes disent d'avoir en ce moment-là est de rendre impossible une guerre européenne. Aussi, Haase, qui est présent à la réunion, met l'accent sur la crainte des sociodémocrates allemands de voir le conflit s'élargir jusqu'à l'Allemagne, pour ensuite, en fait, se généraliser. Il montre cependant une certaine confiance envers ses camarades et il dit, je le cite: nous avons rendu impopulaire par notre propagande l'idée de la guerre. Et nous pouvons assurer qu'il est aujourd'hui indispensable de compter sur les sentiments populaires pour n'importe quelle entreprise guerrière. Donc, vous voyez, il y a de telles affirmations, en fait, sont indices d'un certain sentiment d'optimisme, comme quoi le socialisme réuni a les moyens, en fait, d'accomplir une action efficace d'opposition à la guerre. C'est pendant la séance de l'après-midi qu'on propose d'avancer la date du prochain congrès de l'international qui est censé avoir lieu à Vienne en 1914. Donc, ça, c'est une des manifestations les plus fortes du fait que le BSI montre en fait qu'il a appris à réagir de manière rapide et unitaire aux événements survenant à l'échelle internationale. Donc, c'est la première fois en fait que le Bureau socialiste international adapte son calendrier aux crises en cours. Donc, il est décidé que ce congrès extraordinaire des partis affiliés à l'international ait lieu et le congrès de Vienne est donc ajourné. Et cette rencontre du BSI, en fait, à Bruxelles, se termine par un meeting monstre de protestation contre la guerre, dans Bruxelles même. Une autre initiative très importante est celle qui a lieu quelques jours plus tard, parce qu'en fait, le bureau appelle les partis socialistes de différents pays adhérents à l'international à organiser des manifestations contre la guerre dans les Balkans, mais en fait, il les appelle à les faire tous au même temps, donc tous les mêmes jours. Donc, des manifestations socialistes dans les différentes villes contemporainement. Et les jours désignés est le 17 novembre. Et c'est par la même occasion, maintenant, qu'il annonce que le prochain congrès se tiendra donc à Bâle le 24 novembre. C'est ainsi que le 17 novembre 1912, des manifestations contre la guerre ont lieu dans plusieurs grandes villes européennes, sous l'égide de la SFIO à Paris, du SPD à Berlin et du PSI à Milan et à Rome. Elles sont beaucoup d'échos et ce qui est ici particulièrement significatif, elles prennent, bien qu'organisées nationalement, un caractère international. C'est ce qui souligne l'effort Wertz dans sa description de cette journée et ne cachant en fait pas des accents enthousiastes. Je cite l'effort Wertz: oui, cela a été une bonne action du Bureau international que d'inciter ces grandes manifestations en toutes les capitales européennes. Et quand nous voyons aujourd'hui les travailleurs berlinois défiler en masse, quand nous assistons à l'accueil jubilatoire qui est préparé pour les invités de France, d'Angleterre et d'Autriche, on doit penser que nos camarades à Paris et Londres et Budapest, que les autres représentants de l'international à Amsterdam, Rome et Milan reçoivent le même enthousiasme. Donc, l'effort internationaliste du socialisme fonctionne donc, comme vous le voyez,
à plein à ce moment-là. Donc, on arrive ainsi au congrès de Bâle, qui est le dernier paragraphe avant la conclusion. Donc, les congrès de Bâle constituent donc une apothéose en fait en ce qui concerne la mise en scène d'un congrès, mais aussi en ce qui concerne l'action entreprise par l'international pour s'opposer à la guerre. Je pense que c'est clair, c'est clair jusque-là. Donc, pendant les congrès de Bâle, on va effectivement utiliser tous les éléments de mise en scène de l'opposition à la guerre, donc la demonstration culture dont je vous parlais au début de cet exposé. Et ces moyens-là sont utilisés en fait pour montrer l'opposition à la guerre du socialisme international. La rencontre s'ouvre à 10 heures du matin dans la salle de la Burgförstei, qui est décorée de tous les symboles du socialisme international et qui sont désormais devenus des éléments incontournables de ces manifestations. Et par la suite, j'ai plusieurs citations assez longues, mais en fait, c'est des descriptions des manifestations et de la décoration que je trouve assez intéressant pour mon propos. Donc, désolé si je vais un peu lire des citations par la suite. J'espère que ça sera bien, que ça sera clair. Alors, au fronton de la scène se déroule une large banderole portant les devises « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » et « Guerre à la guerre ». Aux galeries de la salle, les drapeaux rouges des organisations ouvrières suisses. Des portraits de Marx, Engels et Lassalle ornent les murs. Donc, dès que les délégués s'installent, ensuite, le cercle choral Vorwärts de Bâle salue le congrès international par l'exécution de l'hymne à la liberté de Huttmann. L'unique point à l'ordre du jour de ces congrès est la situation internationale et l'entente pour une action contre la guerre. Il y a un discours d'ouverture et ensuite la journée inaugurale continue avec, dans l'après-midi, une grande manifestation dans les rues de Bâle, entièrement consacrée, comme tous les congrès, en fait, à l'opposition à la guerre. Les comptes rendus parlent d'une immense foule. La classe ouvrière des Bade, d'Alsace et de toutes les contrées de la Suisse afflua à Bâle. Des trains spéciaux avaient même été organisés entre Zurich et Berne. Vers 2 heures, les cortèges partis de la cour de la caserne. Il était précédé de l'Union ouvrière cycliste Solidarité et d'un groupe d'enfants habillés de blanc et portant les palmes symboliques de la paix. Sur leurs drapeaux, on lisait des inscriptions pacifistes. Par exemple, il est plus honorable de sécher des larmes que de verser des flots de sang. Venaient ensuite les membres du Bureau socialiste international. Derrière eux marchaient des groupes nationaux qui chantaient leurs chants de parti, les Autrichiens les chants du travail, les Français l'international, etc. Défilaient ensuite les organisations politiques et syndicales avec la classe ouvrière des Bâle qui fermait les cortèges. Et écoutez ça, il y avait également dans les cortèges un char superbement orné de couronnes sur lesquelles la reine de la paix trônait au milieu des jeunes filles tout de blanc habillées. 4 camarades portaient un gros livre rouge avec l'inscription « Bas les armes ». De nombreux corps de musique figuraient dans les cortèges, animés d'une multitude de bannières rouges claquant au vent. Le défilé dura une demi-heure. Fin de la longue citation, mais c'était pour vous donner en fait une idée de à qu'est-ce que ça pouvait rassembler une manifestation de ce type. Le point d'arrivée de ce cortège est la cathédrale de Bâle, comme on le sait, où doit se tenir en fait un gros rassemblement pour la paix. Donc, cathédrale de Bâle, donc une dimension mystique en fait est donnée à cette manifestation qui ne se borne pas seulement au choix d'une église pour la cérémonie d'ouverture, mais on fait même sonner les cloches, comme pour un service solennel, nous raconte les comptes rendus du congrès. Et pendant que les manifestations entrent, l'orgue entonne l'Ode à la joie de Beethoven, contribuant donc au caractère pompeux de cet ensemble. L'observation du rédacteur du compte rendu de la manifestation est nette. Il nous dit « Ce fut un moment saisissant dont les camarades présents se souviendront toute leur vie ». Les discours les plus significatifs, c'est le discours très connu en France de Jaurès, que je ne vais pas citer parce que il a été cité et cité, et il conclut son harangue par une véritable profession de foi. Nous quitterons cette salle en jurant de sauver la paix et la civilisation. Le lendemain, ensuite, c'est le début à proprement parler qui commence, qui débute.
qui a lieu dans la salle de la Burgvogtei de Bâle, et les discussions portent bien entendu uniquement sur la question de l'opposition à la guerre. La résolution de Bâle, votée à l'unanimité, condense toutes les thèses des congrès socialistes précédents concernant la guerre et comment le socialisme doit s'opposer à la guerre. J'en arrive ainsi à mes conclusions. Donc, je crois avoir démontré à l'exemple de ce qui se passe en 1905 et ensuite en 1911 et en 1912, la courbe d'apprentissage amorcée par la Deuxième Internationale dans son engagement contre la guerre. Si l'on reprend les 3 points que j'avais mis en évidence dans l'introduction, on peut remarquer, premièrement, au sujet des temporalités des crises, si en 1905, 4 semaines se sont écoulées entre le début de la crise et les réactions du socialisme international, cela se fait plus rapide ensuite. Lors de la guerre italo-turque et des guerres balkaniques, la réaction du socialisme international est rapide et convaincue, d'un côté. Deuxièmement, la démonstration calter des rencontres du socialisme international devient le moyen de son opposition à la guerre. Je crois l'avoir largement expliqué par mes exemples, je ne vais pas m'attarder là-dessus plus longtemps. Troisième point, et en ce qui concerne l'implication des différents pays dans les crises en cours, en 1905, la réaction du socialisme international à la crise en cours est faible, d'un côté parce que l'international est encore au début de son apprentissage, et d'un autre côté parce que la France et l'Allemagne sont directement impliquées dans la crise. En revanche, en 1911, la Deuxième Internationale a appris à réagir aux situations de crise diplomatique et répond à la deuxième crise au Maroc de manière ample et compacte, malgré l'implication de la crise des pays, chose qui quand même a comporté des retards, comme je vous ai dit. La réaction à la guerre italo-turque et aux guerres balkaniques est la plus immédiate à cause de la combinaison des 2 raisons. Le socialisme s'est maintenant donné une réponse internationale en situation de crise et aucun pays majeur est directement impliqué dans les guerres en cours. Donc, finalement, en 1914, qu'est-ce qui se passe? C'est justement, en fait, un mix de ces 2 facteurs qui jouent un rôle dans la crise de 1914. D'ailleurs, d'un côté, l'implication des différents pays, en fait, dans la crise en cours, qui en fait, jouent un rôle dans leur capacité, dans la capacité du socialisme international de faire face à la crise. D'autre côté, c'est le temps de réaction qui manque, en fait, comme on lit dans plusieurs textes historiographiques sur le sujet. Et la crise de 1914 dépasse de quelque manière les socialistes. Elle est trop grande et va trop vite. Et même si l'international a appris à réagir rapidement aux crises, en fait, ce n'est pas assez en l'été 14. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Elisa, pour cet exposé très riche et très passionnant. Et je suis sûre qu'on aura beaucoup de questions et des commentaires. Mais d'abord, c'est à notre collègue Jean-Numa Ducange de faire son commentaire pour lancer un peu la discussion. Donc, merci beaucoup encore à vous deux. Et c'est à vous la parole. Merci, chers collègues. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers collègues. Je suis très heureux d'être parmi vous, même si évidemment, j'aurais souhaité vous voir, pour un certain nombre d'entre vous, en vrai à nouveau, ou vous découvrir. Je suis très heureux aussi d'être amené à discuter le livre d'Elisa Marcobelli, bien qu'il ne s'agisse pas de la première fois que l'occasion de le faire, puisque les spécialistes, évidemment, de l'histoire du socialisme de cette époque-là ne sont pas si nombreux. Je commencerai quand même par dire que le sujet qui vient d'être abordé est un sujet qui, il y a une cinquantaine d'années, était particulièrement prisé lorsque l'histoire sociale était en train de naître. On s'intéressait beaucoup à l'histoire des organisations de ce qu'on appelait le mouvement ouvrier. C'était le cas en France, bien sûr, autour de figures comme Jean Métron, la revue Le Mouvement Social, mais c'était, et certains d'entre vous le savent particulièrement bien, aussi le cas dans les 2 Allemagnes, où il y avait un enjeu particulier à travailler sur l'histoire de la Deuxième Internationale, puisque au sein de cette Deuxième Internationale, bien qu'il y ait une pluralité de voix, de modèles, malgré tout, la voix la plus importante était portée par la social-démocratie allemande, et que ce soit donc en RFA dans les années 1950-1960, où le SPD joue un rôle évidemment clé dans la vie politique allemande, ou en RDA à l'Est, où il y avait ce parti unique SED, mais qui était formellement issu de la fusion entre KPD et SPD,
des deux côtés du mur, il y avait un enjeu à se réapproprier la légitimité de l'histoire de la social-démocratie allemande. Et donc, évidemment, avec les bons et les mauvais côtés de ce type d'affrontement, avec une floraison d'études, dont beaucoup avaient quand même une fonction légitimante, notamment à l'Est, pour les raisons que vous savez. Et donc, il y avait ce contexte-là, où ce type de sujet, donc l'histoire de l'internationalisme, le rapport à la nation, était extrêmement présent, et surdéterminé aussi par un autre événement qui est juste après ce dont on vient de parler, évidemment la Première Guerre mondiale, la révolution bolchevique et les interprétations qui sont issues de la révolution bolchevique. Et l'enjeu était de comprendre pendant longtemps qu'est-ce qui s'était passé en 1914. C'était la fameuse, entre guillemets, trahison des sociodémocrates qui auraient abandonné leurs idéaux internationalistes pour défendre la nation. Toutes ces thèses-là étaient très discutées, parfois avec passion, parce que ça recoupait en partie des enjeux idéologiques de l'époque. Et puis, quand ces enjeux-là ont semblé moins important, pas pour faire toute l'histoire de l'Europe évidemment, hein, après la chute du mur de Berlin, d'autres sources se sont ouvertes, on s'est déplacé vers d'autres champs, et je pense notamment à des collègues qui étaient intéressés par ces sujets en France, aussi beaucoup travaillé sur l'histoire de la RDA avec la floraison d'archives qui sont apparues, donc il y a eu tout ce contexte-là, et il est vrai que moi quand j'ai commencé à m'intéresser à ce type de sujet il y a une vingtaine d'années, et reprendre un peu ce vieux socialisme des origines, cette histoire des social-démocraties françaises, allemandes et aussi italiennes, britanniques, eh bien, tout ça n'était pas, apparaissait comme un sujet déjà finalement extrêmement bien balisé. Ceux qui s'intéressaient à l'histoire du socialisme, Elisa le sait très bien aussi, finalement s'intéressaient plutôt au socialisme d'avant, celui qu'on appelait le socialisme utopique, parfois avec un peu une connotation péjorative, alors qui disent socialisme conceptuel, mais enfin qu'importe, ce socialisme en allemand du Vormärz, enfin d'avant 1948, parce qu'il apparaissait comme un socialisme qui avait été moins exploré, moins lié à la forme parti, évidemment, vu le contexte de l'époque, donc c'était ça qui intéressait. Et pourtant, donc, de nouveaux travaux, je dirais à l'échelle internationale depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, s'intéressent de nouveau à cette période de la deuxième internationale. Alors, c'est toujours un peu ambigu parce que formellement, la deuxième internationale continue à exister. Elle a été refondée à Francfort en 1951, puis elle existe jusqu'à nos jours. C'est tout simplement l'internationale qui coordonne les partis sociodémocrates avec un cœur européen toujours très fort, mais du monde entier. Mais finalement, quel est l'intérêt de revenir sur cet avant 1914? Alors, je crois qu'on a eu, en réalité, déjà à travers l'exposé liminaire d'Elisa Marcobelli, mais plus encore dans l'ouvrage qui parle évidemment est plus détaillé, on a une belle démonstration de ce que l'on peut faire d'un sujet entre guillemets vieux. Alors, tous les sujets sont vieux du 19e siècle par définition, mais d'un sujet qui a été particulièrement investi à une époque, assez incroyablement abandonné ensuite pour des raisons quasiment, je dirais, historiographiques, mais aussi géopolitiques, qu'on se réapproprie maintenant. Ce que l'on vient d'entendre, par exemple, montre bien une chose. Certes, évidemment, les raisons pour lesquelles ça ne s'est pas passé comme prévu en 1914 par rapport aux résolutions prises dans les congrès socialistes, tout ça conserve un intérêt, savoir pourquoi ça s'est passé comme cela. Mais tout ne doit pas être surdéterminé par la fin, par l'événement de 1914. Et justement, aussi explorer était ce sujet à une époque, finalement, on était passé à côté de toute une série de choses. Vous avez entendu, de la part d'Elisa Marcobelli, parfois des longues citations, mais des citations qui tout simplement relève quasiment de sorte d'anthropologie des pratiques militantes. Et on essaie de comprendre comment les choses se sont passées au plus près des acteurs, avec toute cette dimension qui est très bien rendue dans la thèse d'Elisa Marcobelli et qui d'ailleurs, effectivement, elle le dit très bien, qu'elle reprend de la demonstration culture de Kevin Callahan. Moi-même, j'ai un petit peu aussi travaillé dans ce sens-là, d'autres collègues le font. On essaye de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans ces congrès, comment les gens se réunissaient, comment ils pouvaient se comprendre, parce qu'à l'époque, à part une infime petite élite de la social-démocratie internationale, peu de gens parlaient plusieurs langues, et donc tout simplement, on essaye de voir comment se construisait, bon an, mal an, sans avoir nécessairement a priori des jugements définitifs sur « Ah, donc ceux-là, in fine, en 1914, ils vont prendre telle position », 1917, 1920 et j'en passe et autres, parce que certains ont vécu très longtemps, hein, certains de ces acteurs ont pu être présents dans la social-démocratie allemande avant 14 et participer à la construction de l'une ou l'autre Allemagne après 1949, hein, d'où les enjeux historiographiques qui sont longtemps croisés. Alors on essaye de comprendre tout simplement, en fait, ça n'a pas été dit comme ça, mais
je pense qu'il y a un peu quelque chose qui vient aussi de cette mode qui est intéressante, hein, autour d'E.P. Thompson, du From Below, de reprendre un peu ces acteurs de l'histoire sociale, parce qu'auparavant, les enjeux étaient tellement centrés sur les congrès. Alors vous allez me dire, on a beaucoup entendu parler des congrès. Oui, certes, mais ce qui passionnait davantage peut-être avant, c'était tel point de telle résolution contre la guerre. Alors, il ne faut absolument pas délaisser cela. Et c'est, à mon avis, un des mérites, hein, du travail d'Elisa Marcobelli, que de continuer, parce que tout le monde ne le fait pas pour le coup, à s'intéresser au contenu des textes sur la guerre, les positions sur les armées permanentes, hein, la citation liminaire qui a ouvert son exposé, mais en même temps de voir comment tout cela, parmi les délégués des congrès, dans les représentations, cette question, quels sont les portraits qui sont présents, je disais tout à l'heure, quelle langue parle-t-on, mais aussi les drapeaux, comment tout le rituel, alors le mot est vraiment approprié dans le cas du congrès de Bâle, où ça se termine par ces fameuses cloches qui sonnent en l'honneur de la paix pour un congrès socialiste. Ça paraît assez surréaliste quand on connaît notamment l'histoire du socialisme français qui est très anticlérical, mais un des plus beaux discours de Jaurès a été fait dans la cathédrale de Bâle, avec toute cette résonance qui a été très bien décrite par la presse de l'époque. Tous ces enjeux-là, davantage anthropologiques, proches des acteurs, eh bien, nous permettent de mieux comprendre finalement ce qu'était tout simplement un socialiste avant 1914. Et un socialiste, quand on parle de l'univers allemand, autrichien, germanophone, c'est un peu moins vrai pour le cas français et italien, mais tout de même, ça concerne énormément de gens. Hein. Je rappelle, parce que tout le monde n'est peut-être pas féru d'histoire du SPD, puisqu'Elisa a parlé de 1904-5 et donc de l'avant-guerre de 12-13, en 1912, le SPD est le premier parti au Reichstag. Alors, évidemment, il ne gouverne pas parce que tous les autres sont contre lui, mais on est dans des organisations très puissantes. Et là, on a des éléments pour mieux comprendre cela. On a des éléments aussi pour mieux comprendre bon, l'un des grands enjeux lorsqu'on travaillait auparavant sur ces objets, c'est un peu le dada, mais qu'il faut reprendre parce que c'est important, sur le lien entre nation et internationalisme. Finalement, est-ce que ce n'est pas un échec total de l'internationalisme, ce qui s'est passé en 1914, puisque finalement, et la Première Guerre mondiale, et d'une certaine manière la suite des événements, ont montré que toutes ces tentatives de construire une identité par-delà les frontières, par-delà une série de nations, ont échoué. Là aussi, je crois qu'on a eu une belle démonstration en revenant aux événements 1904-1905, l'international face à la guerre russo-japonaise, puis la question marocaine, puis la question des guerres balkaniques, et il y a d'autres exemples dans l'ouvrage. Et on essaye de comprendre, on n'est pas, évidemment, ça peut paraître très banal de le dire comme ça, mais c'est sûr que quand on lit toute une série de synthèses anciennes là-dessus, ça n'est pas du tout. On a envie de dire, oui, d'accord, bon, ça se termine mal en 14. Bon, ok, on sait, hein, en plus, c'est suffisamment traumatique pour les sociétés concernées que, si je peux dire, ne serait-ce que par la mémoire, on le savait. Mais qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire en 1904-1905 lorsque il y avait la guerre russo-japonaise? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire lorsque s'est déclenchée la première révolution russe, qui est évidemment totalement imbriquée dans cette histoire de guerre avec le Japon? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en revenant au plus près des acteurs, et je ne veux pas être trop long et poser quelques questions à Isa Marcobelli sur quelques points, mais ce qui est intéressant, donc, par exemple, la démonstration qui a été faite sur la deuxième crise. Bon, il y a la crise de 1904-1905, crise de 1911-1912, donc ça fait des crises à répétition, et entre-temps, il y a des congrès qui parlent de toutes ces grandes questions, a été évoquée, ça paraît complètement banal aussi, a priori, on se dit la question coloniale et la question du colonialisme. Hein. Le mot colonialisme, d'ailleurs, est inventé au tout début du XXe siècle à ce moment-là, on le reprend de plus en plus dans les congrès. Alors, si vous lisez aujourd'hui, moi je regarde ça très attentivement, et comme c'est un sujet par définition assez à la mode, comme il a été fait référence à l'Institut universitaire de France, qui a le bonheur de me laisser beaucoup de temps en ce moment pour faire mes recherches justement, m'intéresse particulièrement à ces questions coloniales et au rapport qu'entretiennent les socialistes, notamment les sociodémocrates allemands et autrichiens, aux questions dites coloniales. La doxa un peu générale consiste à dire toute cette gauche en 1914 était globalement orientaliste, avait des regards portés sur l'Orient très entre guillemets caricaturaux. Enfin, je dis orientaliste dans un sens, l'ouvrage célèbre d'Edward Said, voilà, bon, c'est désormais un classique de la littérature en histoire. C'est-à-dire, bon, tout ça ne les intéressait pas beaucoup. Quand ils avaient des regards, ils étaient plutôt péjoratifs. Et finalement, c'est après que ça s'est développé. Puis après, bon,
À partir du moment où il y a la décolonisation, le paradigme change complètement. Mais quand vous regardez de très près ce qui était fait par Elisa Marcobelli et quelques autres, vous voyez qu'en réalité, bien sûr, il ne s'agit pas d'aller prendre systématiquement le contre-pied de ce que des gens comme Saïd ont pu dire, parce que ça reste des thèses fortes et intéressantes. Mais regardez que, je crois que ça a été dit tout à l'heure, oui, ça a été dit, quand on fait monter à la tribune Plekhanov, donc assez célèbre inventeur du marxisme russe, à côté de Sen Katayama, qui est donc inventeur du socialisme japonais, il faut imaginer ce que c'est, parce qu'il ne faut pas faire de l'histoire interne uniquement du socialisme, il faut s'imaginer ce que sont les autres forces politiques à l'époque, et en France, et en Allemagne, et en Autriche, et les idéologies qu'ils véhiculent au niveau du rapport entre les peuples. On peut débusquer, c'est un peu le défaut, je trouve, souvent des études un peu dans le post-colonial, dans le sillage de Saïd, c'est de dire, regardez vraiment, ils avaient des regards sur les colonies, quel scandale, c'était pas du tout, ça n'allait pas assez loin. Oui, attention, comprenons bien dans quel monde nous vivions alors, avant la Première Guerre mondiale, et c'est que ces socialistes essayaient de faire à leur échelle. Beaucoup d'entre eux, il était question de Bebel, etc. 15 ou 20 ans avant, ils étaient persécutés par les autorités, qui font si attention à leur vocabulaire sur toute une série de questions. Ils sont en permanence accusés d'être des ennemis de la nation, tout ça, donc ils font très attention. Mais compte tenu du contexte, en réalité, en allant au plus près des sources, des acteurs, leur tentative de fonder une idéologie internationaliste, avant tout européenne d'abord, il ne s'agit pas de dire qu'ils pensaient avant tout aux colonies, ce ne serait pas vrai non plus, mais il y a véritablement des tentatives d'élaboration pratique, idéologique, qui, semble-t-il, présentent un grand intérêt sur les questions coloniales, sur les questions évidemment de la guerre, et sur justement, hein, c'est, si je puis dire, la thèse principale avec toute une série de thèses derrière que défend Elisa Marcobelli, c'est que cherche à répondre aux crises et à se coordonner le plus possible dans un contexte extrêmement difficile où les rivalités nationales sont extrêmement fortes, et c'est tout de même les seules forces politiques à l'époque qui parviennent à créer des réponses communes de manière aussi coordonnée et structurée. D'ailleurs, on a un collègue en ce moment qui termine sa thèse sur l'histoire du Bureau socialiste international. Je dis ça parce que ça a été cité tout à l'heure. C'est l'instrument de coordination qu'a fondé la Deuxième Internationale en 1900 pour essayer d'avoir une sorte de petit parti international pour coordonner les activités des uns et des autres. Alors ça a été très déconsidéré aussi, ça, dans l'historiographie, longtemps, parce qu'on a dit, bah, finalement, vu ce qui s'est passé en 14, et puis après, il y avait tout le côté, évidemment, l'historiographie communiste qui mettait en avant l'efficacité bolchevique, tout ça paraissait comme une sorte de préhistoire sans intérêt. Mais là encore, si vous regardez ça de près, c'est très intéressant au niveau du fonctionnement, au niveau des échanges, qui soient, encore une fois, au niveau pratique ou davantage au niveau des idéologies, des textes théoriques. Ils cherchent véritablement à construire une identité. Et je crois que là, la qualité du travail qui nous a été présenté, c'est d'essayer de le comprendre pas à pas, sans a priori. Et je vous assure que les a priori sur ce type de sujet ont été longtemps nombreux. Il faut être en capacité de décoder des langages idéologiques qui sont d'un pays à l'autre, qui n'ont rien d'évident. Et là, je crois qu'on est en présence de quelque chose qui nous permet de le comprendre. Comprendre comment on répond à une crise avant la Première Guerre mondiale, en mobilisant donc un vocabulaire internationaliste qui, avec, si je puis dire, ses qualités et ses défauts, tout ça quand même existe, parviennent, comment dirais-je, à un certain nombre de points importants et à définir finalement aussi, ça n'a pas été trop évoqué, c'est certainement par modestie, mais on est quand même en présence d'un travail qui a mobilisé 3 espaces géographiques distincts, 3 parties distinctes, avec des logiques fort distinctes les unes des autres, mais qui essayent de fonctionner, de travailler ensemble. Il faut être en capacité de comprendre l'articulation de ces différents niveaux. Et ça, c'est particulièrement je crois, bien montré et en complémentarité avec d'autres études, je crois qu'on pourra avoir un peu une idée, une image un peu plus fidèle de ce qu'était le socialisme européen en allant dans cette voie. Je parle du socialisme européen de cette époque-là. Puis tout de même, puisque bon, je sais que certains parmi vous sont très sensibles à cette question, et je ne dis pas ça pour ça, mais c'est parce que c'est réel et parce que quand vous faites un travail empirique, encore une fois, sur ces sources, vous voyez que la question est présente. Il y a évidemment la question de la paix et du pacifisme, mais aussi la question de la construction européenne à proprement parler. Parce que tout ce qui sera ensuite mot d'ordre pro-européen entre deux guerres, il y aura évidemment des sociodémocrates qui sont très
comment dirais-je, axé sur ces problématiques-là. Mais dès l'avant-guerre, vous avez toute une réflexion sur ce que pourrait être, on voit ça dès les années 1860, ce qu'ils appelaient des États-Unis socialistes d'Europe, sur la façon dont on pourrait construire une identité par-delà les principales nations. Et là encore, pour avoir essayé de regarder ce type de mot d'ordre en miroir de ce que les autres forces politiques pouvaient dire à l'époque, on est en présence quand même, me semble-t-il, non seulement de sources et de travaux sur ces sources qui ont un intérêt en soi pour comprendre une force politique dans un pays donné, ça c'est une chose. Je pense que c'est un intérêt compte tenu du fait que tout cela a eu quand même une grande influence par la suite, mais aussi je crois que ça déborde. Je crois que ce type de travail peut avoir un intérêt au-delà de la seule étude interne du socialisme. Et j'insiste là-dessus parce que à d'autres époques où il y avait beaucoup plus de gens qui étaient investis sur ces sujets et où il y avait peut-être une passion avec les qualités et les défauts des passions qui étaient investis dans ce type de sujet, on avait tendance à faire des histoires un peu internes et à vouloir absolument délimiter les choses de A à Z sur telle ou telle tendance, tel ou tel texte. Et du coup, on perdait de vue finalement ce que ces organisations, ces idéologies pesaient réellement dans les sociétés données. Là, je crois qu'on est dans un travail qui encore une fois, le montre bien. Pour ne pas être trop loin, pour poser quelques questions directement, j'aimerais que, bon, je tutoie Lisa parce qu'on travaille ensemble dans la même université, en plus, ça serait ridicule, pardonnez-moi. J'aimerais que tu reviennes sur quelque chose laquelle d'ailleurs tu avais attiré mon attention il y a quelques temps, sur les enquêtes qui sont faites, notamment l'enquête de la vie ouvrière, c'est un des axes de ton ouvrage, enfin, un peu plus développé dans la thèse d'origine, sur comment dirais-je, pour vous le dire, pour le résumer, mais je laisserai Elisa évidemment répondre, là où c'est un intérêt, c'est que ces socialistes envoient des questions à toutes leurs sections, en traduisant, etc., dans toute l'Europe, et posent un certain nombre de questions sur vous, comment vous voyez les choses. Il y a énormément d'enquêtes comme ça, ce sera très intéressant de les republier un jour, j'ai le temps, l'occasion de faire ça, mais au moment de la séparation des églises et des États en France, pour prendre un sujet pour le coup bien français, les socialistes français, dont on dit, vous savez, la loi de 1905, c'est un truc purement franco-français, vous savez que Jaurès est un des acteurs de cette loi, qu'est-ce que font les socialistes juste avant? Ils envoient un message à tout le monde, à toutes les sections socialistes, en demandant quel est votre rapport à la religion, à la séparation des églises, à la laïcité, et comme vous le savez, en allemand, c'est très dur de traduire laïcité, enfin en tout cas de faire comprendre, encore plus à l'époque, et du coup, on fait circuler ça. Et c'est la même chose pour la question de la guerre, de la nation, de l'internationalisme. Donc ce serait intéressant, je crois, de revenir sur ce concept un petit peu d'enquête qui n'est pas propre, pour le coup, au milieu socialiste, mais dont les socialistes se servent beaucoup pour définir, me semble-t-il, peut-être je me trompe, leur idéologie, pardon. Et sur la méthodologie, donc c'est une question un peu précise, là, et peut-être davantage sur la méthodologie plus globale. Bon, j'ai parlé un peu de l'histoire impériale, parce que je crois que ce travail recoupe finalement des problématiques actuelles lorsqu'on prend l'histoire du colonialisme et des empires sur le temps long. Comment tu te positionnes finalement par rapport à ces questions de histoire croisée, entangled history, histoire transnationale? C'est évidemment très très à la mode, il y a beaucoup de choses qui sortent sur énormément de sujets, j'essaye de suivre, c'est pas toujours évident parce que comme ça touche énormément de sujets, c'est intéressant. Mais comment toi tu vois ces méthodologies-là appliquées à ton objet, et comme en gros, pour faire une chronologie rapide, tu as plutôt soutenu ta thèse au moment où en France, ces méthodologies, il y a quelques années, étaient pleinement en train d'arriver, avec des choses bien, peut-être des choses moins intéressantes, mais qu'importe. Comment tu vois les choses? Je sais qu'on en a déjà parlé, mais je pense que ça peut être aussi un élément de discussion pour ceux qui sont un peu moins concentrés sur l'histoire du socialisme à proprement parler. Voilà, donc une question plus sur interne, l'histoire du socialisme, c'est l'histoire d'enquête, mais qui, je crois, peut intéresser globalement. Puis sur la question méthodologique, parce que toujours un peu agaçant, et je m'arrête vraiment après, de dire pourquoi il y en a qui débarquent avec de l'histoire transnationale, très tendance, et regardez, avant on a pensé que les choses nation par nation. Et écoutez, vous êtes au courant que ne serait-ce que les acteurs eux-mêmes ont circulé sans demander l'autorisation des historiens un siècle plus tard. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le transnational existait, il y a déjà eu des choses qui avaient été faites avant, mais c'est désormais quand même un point incontournable de l'historiographie, donc ça me paraît intéressant de l'évoquer. Voilà, je me tais, encore merci de m'avoir donné l'occasion de rediscuter, et nous rediscuterons encore des travaux qui viennent d'être présentés. Bon, merci. Oui, pardon. Merci beaucoup, et je laisse la parole à Elisa pour
tout petit commentaire ou pour quelques réponses parce que j'ai déjà quelques mains levées pour la discussion. Mais encore une fois, chers collègues, merci beaucoup pour votre commentaire très enrichissant. Et Elissa, à toi. Oui, oui, merci Silke, merci Jean-Numa pour tes remarques. Oui, alors, la question sur l'enquête, je ne l'avais pas eu encore. Je suis contente de parler de ça parce que en fait, ça a été c'est un long paragraphe dans ma thèse et ça a été aussi un long moment de recherche parce que l'enquête de la vie socialiste, elle est publiée dans différents dossiers qui sont en fait un ou deux dossiers très très difficiles à trouver. Je pense que je les ai trouvés à Amsterdam finalement, mais comme ils n'étaient pas numérisés, mais ils étaient en train de numérisation, etc., c'était hyper difficile de les avoir toutes, mais finalement j'ai réussi. Donc je suis très contente de ça. Et oui, l'enquête socialiste, en fait, l'enquête internationale, une enquête internationale a été faite par les socialistes, en fait, dans ces cas-là, français encore une fois. Il faudra se demander si c'est une pratique plutôt française, en fait. Ce que je vois, probablement oui, au moment de la guerre russo-japonaise. Et donc, c'est cette enquête qui demande justement la position des différents représentants du socialisme qui sont en fait anglais, allemand, français, italien. Il y a une réponse italienne, il y a une réponse de Sen Katayama, il y a des Russes et je ne sais pas s'il y a quelques pays de l'Est aussi. Je crois qu'il y a un Bulgare ou enfin, je Et sais en plus. bulgare, oui, probablement, je l'ai là, mais bon, là, je ne prends pas mon temps pour chercher. Et en fait, il demande qu'est-ce qu'il pense en fait de la guerre en cours, mais aussi des questions plus amples, comme par exemple l'articulation des internationalisme et patriotisme. Donc, des questions, en fait, souvent très larges, qui sont publiées sans commentaire l'une après l'autre, ou en fait, c'est aussi assez pratique pour quelqu'un qui étudie l'histoire du socialisme parce qu'on a de quelque manière résumé en quelques paragraphes, parce que normalement, les réponses ne sont jamais trop longues. Les positions différentes, il y a par exemple pour la France, il y a aussi Gustave Hervé qui répond. Et donc, on peut s'imaginer que la position de Gustave Hervé est assez différente de la réponse, par exemple, en August Bebel. Donc, il y a aussi résumé, en fait, les différentes positions. Donc, oui, cette enquête, elle circule beaucoup. Je n'ai trouvé des traces aussi dans des publications allemandes et aussi les Italiens, en fait, je pense que c'est la Critica Sociale, donc la revue de Filippo Turati, c'est la revue théorique la plus connue, la plus importante en Italie pour les socialistes de l'époque, cite en fait des parties de cette enquête. Et donc, oui, en fait, j'ai beaucoup utilisé cette enquête parce que moi, comme je voulais démontrer, je voulais en fait, comme ça je me lis aussi à la réponse d'après, je voulais me plonger dans dans l'infranational des trois pays. Une enquête comme ça est bien entendu un objet de première importance pour moi. Comment je me pose par rapport à l'histoire croisée? Je viens de le dire. En fait, moi, j'ai fait ma thèse, mon mémoire de Master 2 sur des questions de traduction. D'articles en fait socialistes qui ont été évoqués par Jean Numa tout à l'heure, pas par hasard parce qu'il sait que je me suis intéressée aussi à ces questions-là. Et en fait, c'est que je voulais un peu, en fait, je me suis positionnée en fait en opposition avec l'historiographie du socialisme qui venait juste avant moi, donc celle de mon directeur de thèse, qui était très content d'ailleurs que je me positionne contre sa façon de faire l'histoire du socialisme. Donc, une histoire en fait du socialisme qui ne soit pas une histoire nationale à côté d'une autre histoire nationale, à côté d'une autre histoire nationale. Souvent, en fait, on trouve des très beaux ouvrages
en France qui s'occupe de l'histoire du socialisme français, par exemple, mais qui s'occupe que de l'histoire du socialisme français, en utilisant en fait les débats aussi internationaux, oui, mais toujours de manière un peu, oui, un peu liminale, un peu périphérique. C'est seulement, on a l'exemple de Georges Haupt qui, pour la première fois en France, il fait une histoire socialiste à un niveau plus international, mais sinon, non. Donc, en fait, moi, c'était un peu... je me suis retrouvée dans les travaux qui étaient en train de se faire, surtout je pense que pendant peu avant la publication, peu avant la fin de mon mémoire de Master 2, il y a l'article de Michael Bernard et Benedict Zimmermann qui est paru. Mais en fait, c'est que moi, je vais aussi maintenant et je voulais saisir, c'était vraiment les rapports en fait entre les trois pays. Et c'est pour ça que si vous, dans ma tête, ça se voit beaucoup plus plutôt que ce que j'ai dit aujourd'hui. J'ai cité très peu les articles que les Français écrivent, par exemple, sur la France, mais je suis toujours allée voir qu'est-ce que les socialistes d'un pays disent sur les autres. Donc, les 80% des citations de ma thèse, c'est toujours l'allemand qui parle de l'italien, les français qui parlent de l'allemand et l'italien qui parle des deux souvent, en fait, parce que c'est plutôt les cas, les français et les allemands, sauf à un moment, ils ne parlent pas beaucoup des italiens. Voilà, donc c'est en fait vraiment cette entre nationale que moi, dont je me voulais occuper.